Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler des Incorruptibles de Brian De Palma, Le sens de la justice. C'est parti, générique. Il y a quelques jours, je suis allé au cinéma de Montpellier-le-Gaumont afin d'assister à une séance d'un film rétro, puisque la plupart des films qui sortent aujourd'hui au cinéma ne me conviennent absolument pas. Je suis donc allé voir Les Incorruptibles, qui a été réalisé par Brian De Palma et sorti initialement au cinéma en 1987. C'est un film que j'adore, il m'avait particulièrement marqué lorsque j'étais enfant, et Brian De Palma est un réalisateur excellent à qui on doit d'autres films cultes comme Scarface. Pourquoi j'aime ce film? Eh bien pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, les acteurs sont excellents, on retrouve Sean Connery, Kevin Costner, De Niro, la musique est tout simplement divine car elle a été faite par le maître italien Ennio Morricone, un compositeur de génie qui est malheureusement décédé et qui a été rejoint par un autre compositeur mort il y a quelques semaines, Vangelis, à qui je rends hommage aujourd'hui. Mais surtout, il y a des scènes mythiques et des plans particulièrement esthétiques, car Brian De Palma a utilisé le système de la double focale. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler des qualités techniques du film. Il y a déjà des vidéastes qui s'occupent de ça. Moi, je vais vous parler des valeurs qu'il y a à l'intérieur des Incorruptibles, puisque c'est un film qui ne nous laisse pas indifférents, surtout quand on le regarde pour la première fois, car il sait parfaitement manier la question difficile du manichéisme et de la lutte constante entre le bien et le mal. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans ces thématiques-là, il convient de divulgacher le film à 100%. De ce fait, si tu ne l'as pas vu, je t'en conjure, arrête cette vidéo, regarde Les Incorruptibles, tu reviendras après et tu me remercieras en commentaire parce que je suis sûr que tu vas passer un très bon moment. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut y aller. Les Incorruptibles, ça prend place en 1930 à Chicago. C'est inspiré d'une histoire vraie. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Eh bien, nous sommes en pleine prohibition, qui a duré entre 1920 et 1933. La prohibition, ça vise à rendre prohibé le commerce et la consommation d'alcool. Mais comme tu sais, la nature a horreur du vide et des entreprises mafieuses vont se lancer dans ce business particulièrement lucratif. Et des hommes vont devenir très puissants parce qu'ils vont réussir à quasiment avoir un monopole. Parmi eux, à Chicago, on retrouve Al Capone, un personnage qui a vraiment existé puisqu'il a fait la pluie et le beau temps dans cette ville. Il a tout simplement géré le business d'alcool pendant la prohibition. Et Al Capone était un homme particulièrement violent puisqu'il avait fait assassiner la plupart de ses rivaux lors du massacre de la Saint-Valentin. Mais dans Les Incorruptibles, c'est presque le maire de Chicago parce qu'il arrive parfaitement à rester dans un état d'impunité totale. Il arrose aussi bien les policiers que les juges. Mais il va faire quelque chose de terrible puisqu'au début du film, les hommes de Al Capone vont faire exploser un pub qui refuse d'acheter l'alcool illégal de Al Capone. Et malheureusement, lors de l'explosion de ce dit pub, une petite fille va mourir, une petite fille innocente. Forcément, le gouvernement fédéral ne peut pas rester les bras croisés face à cette impunité et ils décident d'envoyer Eliot Ness, un agent de la brigade financière et un personnage qui lui aussi a réellement existé. Eliot Ness est interprété par Kevin Costner et c'est un homme intègre. Il croit en la justice, il pense qu'il peut réussir à défaire Al Capone en utilisant les règles classiques de procédure pénale. Il est marié et il a une petite fille. Lorsqu'il arrive dans le commissariat central de Chicago, il est déterminé à défaire Al Capone avec cette vision un petit peu naïve voire candide d'utiliser en fait la justice et le droit pour défaire un homme qui eh bien, n'a aucun scrupule. Mais très vite, Eliot Ness va être confronté à un mur puisque la plupart de ses descentes vont se solder par des échecs parce que il se fait balancer par des hommes de sa brigade qui sont à la solde d'Al Capone. Très vite, il comprend alors qu'il ne peut faire confiance à personne. Un soir, alors qu'il marche dans la rue et qu'il rumine sur son échec récent, il croise un policier, interprété par le gigachat de Sean Connery, qui fait la voirie. Et il se rend compte, Eliot Ness, que ce monsieur, qui s'appelle Malone,
est particulièrement efficace, c'est-à-dire qu'il arrive très bien à distinguer le fait que Elliot Ness cache un pistolet sous son manteau. Et il ne comprend pas pourquoi ce policier, Monsieur Malone, a une place de subalterne et qu'il fait la voirie en pleine nuit, alors que ça a l'air d'être un très bon flic. Il naît alors une idée dans l'esprit de Elliot Ness. Il veut créer une brigade spéciale composée de plusieurs policiers qui vont s'appeler les Incorruptibles parce que eux ne seront pas achetés par l'argent sale d'Al Capone et qui vont se donner comme mission la chute de ce dernier. Alors, forcément, Elliot Ness, il pense tout d'abord à recruter Malone, qu'il va voir directement chez lui. Mais Malone, c'est un homme vieux, qui est très croyant. Il voit que Chicago, c'est complètement pourri et il explique à Elliot Ness qu'il est resté en fait un petit flic parce que lui ne s'est pas fait acheter par l'argent sale. C'est un homme croyant, il a un médaillon de Saint-Jude, le saint patron des causes perdues et des policiers, et il n'a pas trop envie de se mêler de ça. Il sait que la vie est pourrie, il est vieux et maintenant il veut pouvoir finir sa vie tranquillement. Elliot Ness rentre dépité au commissariat et là il croise une dame en pleurs qui va le voir et qui le remercie de partir en croisade contre Al Capone, et cette dame n'est autre que la mère de la petite fille qui est décédée au début du film. Et là, Elliot Ness, il se rend compte à quel point la prohibition et surtout le commerce illégal d'alcool de Al Capone entraîne des dommages collatéraux particulièrement graves, puisqu'ici des innocents payent le plus lourd tribut. Mais heureusement, Malone va voir Elliot Ness directement au commissariat et il lui propose d'aller dans l'église du coin parce qu'ils ne peuvent pas parler ici. Il y a trop de vendus et c'est dangereux. Et même dans la rue, il pourrait y avoir des hommes à la solde d'Al Capone. Alors, quoi de mieux qu'une église pour parler tranquillement et pour avoir confiance en fait dans ce lieu sacré. Dans cette église, Malone a une discussion très sérieuse avec Elliot Ness. Il lui explique que s'il veut réussir à défaire Capone et à le faire chuter, il va devoir utiliser des techniques qui sont illégales, il va devoir transgresser la loi et il va devoir utiliser les armes de l'ennemi. Il part aussi du principe que si les hommes de Capone sortent un couteau, ils devront sortir un fusil. Si les hommes d'Al Capone sortent une mitraillette, ils sortiront une autre, etc. En fait, c'est toujours plus. C'est une escalade de violence. Mais Malone lui explique qu'il n'y a que ça qui marche et qu'il n'arrivera pas à faire emprisonner Capone, voire même à le tuer, si il n'utilise pas les armes de l'ennemi. Et ils vont devoir en fait transgresser les lois qu'Elliot Ness a juré pourtant de respecter pour mettre fin à ces activités illégales. Elliot Ness au début il n'est pas trop emballé, mais il comprend que la mission est beaucoup trop importante et ils font un pacte de sang dans cette église où ils se promettent en fait d'aller au bout de cette entreprise avec la possibilité de mourir en chemin puisque Al Capone ne va pas laisser faire ça. Il faut bien sûr qu'il recrute d'autres personnes. Dans un premier temps, Oscar Wallace, qui est un simple comptable, qui est en quelque sorte le bras droit de Elliot Ness, et George Stone, qui est joué par Andy Garcia, un as de la gâchette, qui est initialement un immigré italien avec qui il y a un petit peu des frictions avec Malone, puisque lui c'est un Irlandais, et que ça soit à New York ou à Chicago, il y avait des tensions entre ces différentes communautés. Mais c'est un groupe soudé parce qu'ils font tous ce serment de détruire Al Capone. Et je peux te dire qu'une fois que les Incorruptibles ils vont se constituer, ils vont pas faire semblant. Ils vont mener des descentes musclées, à gros coups de fusil à pompe, il va y avoir de la violence, des échanges de tirs, bref, ils vont rendre des coups terribles à l'entreprise d'Al Capone parce qu'ils vont transgresser toutes les lois. D'autant plus que Malone a des infos du chef de la police avec qui il entretient une relation compliquée et ambiguë parce que ce dernier est acheté par Al Capone, mais il lui distille quelquefois quelques petites infos, notamment sur la présence d'alcool dans tel ou tel lieu. Donc les Incorruptibles, ils font pas dans la dentelle, ça tire à gogo, ça tue, ça frappe, bref, ce sont des gigachades dans l'ensemble. Et surtout, ils vont comprendre une donnée qui est extrêmement importante, c'est que s'ils veulent détruire Al Capone, ils doivent prouver en fait qu'il ne paye pas ses impôts depuis X années. Parce que théoriquement, Al Capone ne touche pas d'argent de ses entreprises criminelles. Et ils doivent prouver qu'il y a un lien entre ses bénéfices et
Al Capone directement. Alors les incorruptibles, ils vont enchaîner les descentes de police musclées, ils vont réussir à arrêter un énorme transit d'alcool entre le Canada et les États-Unis directement à la frontière. Là, ça va tirer à gogo, va y avoir beaucoup de morts du côté de chez Al Capone. Et ce jour-là, ils vont en fait trouver une personne qui va être disposée à témoigner contre le chef de gang. Ce qui fait que eh bien, les incorruptibles avancent et portent des coups terribles. Alors, forcément, Al Capone, il va pas se laisser faire et il va rendre coup pour coup lui aussi. Déjà, la femme et la fille de Eliot Ness vont devoir quitter la ville parce que ça craint beaucoup trop pour ces dernières. Mais malheureusement, Oscar Wallace ainsi que l'homme qui voulait témoigner contre Al Capone vont être tués par Frank Nitti, un homme de main du gangster. C'est un coup qui est terrible pour l'équipe parce qu'ils perdent un des leurs et à un moment du film, il y a une discussion très virile entre Sean Connery et Kevin Costner, donc entre Malone et Eliot Ness, parce que Malone lui dit que ils ont prêté ce serment, ils doivent aller jusqu'au bout, qu'ils se sont lancés dans cette guerre contre Al Capone et que dans une guerre il y a des morts, même si ça lui déchire le cœur que Oscar Wallace soit décédé, il faut le venger et la meilleure façon de le venger, c'est de frapper encore plus fort Al Capone et de trouver son comptable. Malone prend les choses en main et il réussit à avoir la localisation de ce comptable qui peut prouver le lien entre l'argent sale et Al Capone. Mais malheureusement, Malone va être tué chez lui par les hommes de main de Al Capone et notamment par Frank Nitti. Il va être tué à coups de mitraillette et avant de mourir, il va donner l'information cruciale à Eliot Ness de l'emplacement de ce dit comptable. Ce qui fait que dans l'équipe des incorruptibles, il ne reste plus que deux hommes, Eliot Ness et George Stone, qui vont réussir dans une scène magistrale qui se déroule dans la gare de Chicago à mettre la main sur ce fameux comptable. Il va donc y avoir un procès, mais lors du procès, Eliot Ness se rend compte que dans la salle il y a Frank Nitti qui a donc tué l'un de ses meilleurs amis. Une course-poursuite s'engage sur le toit. Et alors qu'il a la possibilité de tuer Frank Nitti et de venger ses amis, Eliot Ness décide de réembrasser sa conception de la justice et de lui laisser la vie sauve. Mais le problème, c'est que Frank Nitti fait le fanfaron et lui dit que de toute façon, il sortira dans quelques mois et que c'est pas grave parce que de toute façon, ses amis, eux, sont morts pour toujours. Donc lui, en fait, il sera quasiment impuni. Et là, Eliot Ness, il pète un câble, il le prend, il le jette par le toit, emballé, c'est pesé, hop hop hop, il finit écrasé sur une voiture en contrebas. Le procès se déroule encore dans une forme d'agitation et Eliot Ness apprend que tous les jurés ont été achetés par Al Capone parce qu'il a retrouvé une liste dans les affaires de Frank Nitti. Alors le juge il est là en mode non mais on va arrêter le procès, on peut pas continuer comme ça. Et là, Eliot Ness joue un coup de bluff en disant au juge que lui aussi, il est sur la liste des fonctionnaires qui ont été achetés par Al Capone. En réalité, il n'en sait rien, c'est un coup de bluff, mais le juge, vu que sûrement il est acheté, il décide de continuer le procès. Et au final, Al Capone est condamné à plus de 11 ans de prison ferme pour en fait eh bien, la plupart de ses activités illégales, mais surtout à cause de la fraude fiscale. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans la réalité, puisque Al Capone a été condamné à 18 ans, il a fait 11 ans ferme, dont seulement 8 qui ont été consommés, et il est mort d'une crise cardiaque dans son lit suite à une syphilis mal soignée. À la fin du film, Eliot Ness donne à George Stone le médaillon de Malone, le médaillon de Saint-Jude, et il rentre chez lui, sa mission est accomplie. Voilà, le film se termine comme ça, il est vraiment excellent, mais maintenant il convient d'aborder les différentes thématiques qu'il y a à l'intérieur des Incorruptibles. Tout d'abord, le film nous questionne sur le manichéisme et sur la lutte constante entre le bien et le mal. Et surtout, il nous pose une question particulièrement intéressante, mais aussi un dilemme. Est-ce que, face à des hommes particulièrement puissants et mauvais, voire violents, est-ce qu'il faut être capable d'utiliser les mêmes armes que eux pour les défaire? Est-ce que nous aussi, nous devons embrasser notre part d'ombre
pour pouvoir défaire un ennemi qui est trop puissant et qui surtout a la même mise sur toutes les institutions. Parce que Eliot Ness, même s'il est animé par ce sens de la justice, cette volonté d'utiliser les règles classiques, il arrive dans un jeu qui est déjà pipé, où les règles sont truquées, puisque Al Capone en fait tient la justice par les baloches et qu'il ne peut absolument rien faire. Donc ils sont obligés d'utiliser des méthodes qui vont devoir enfreindre cette même loi pour défaire Al Capone. Et donc il y a cette dichotomie entre d'un côté Eliot Ness qui incarne cette justice, cette intégrité, mais qui peut être naïve parfois, et de l'autre côté il y a Malone qui sait très bien, parce que c'est un vieux de la vieille, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et qu'il va falloir violer la loi pour pouvoir détruire Al Capone. Il faut embrasser les conceptions de l'ennemi pour pouvoir le détruire. Et d'ailleurs, il y a une notion de ce qu'on appelle le désir mimétique apocalyptique qui a été théorisé par René Girard lorsque Malone dit que dès que les hommes de Al Capone sortent un couteau, il faut sortir un flingue, etc. Ça, c'est René Girard qui l'avait théorisé, c'est-à-dire le désir mimétique qu'on retrouve aussi au niveau des relations internationales et des grandes puissances dans des conflits un petit peu d'envergure comme l'a été la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale. Et pour René Girard, ça peut mener malheureusement à l'utilisation de l'arme atomique parce que forcément on se renvoie toujours la balle et on peut en fait finir dans un état quasiment apocalyptique. Mais vraiment Malone nous pose cette question, jusqu'où on est prêt à aller pour détruire un homme surpuissant comme Al Capone? Et alors se pose une question intéressante. Est-ce que Malone, en utilisant les armes de l'ennemi, en reprenant en fait sa logique de violence, de violation de la loi, etc., est-ce qu'il ne devient pas comme eux? Est-ce qu'il ne devient pas pire que l'ennemi qu'il essaye de combattre? Et j'ai un autre exemple. Il y a quelques années, il y a eu un excellent documentaire qui a été produit par Canal+, qui s'appelle Cartel Land. Et dans ce documentaire, il y avait un homme, un Mexicain, qui s'appelait El Doctor, qui en avait assez de voir les cartels détruire certaines régions du Mexique et mettre à feu et à sang des villages parce qu'il fallait payer des tributs, etc. et qu'il y avait des vendettas constantes. Et cet homme, El Doctor, a décidé de constituer une milice avec des gens complètement lambda qui ont été touchés un jour de près ou de loin par des cartels et qui avaient envie de se venger. Ces gens-là se sont armés et ils ont réussi à défaire les cartels dans une explosion de violence, puisque là ça rendait coup pour coup. Ils ont donc utilisé les armes des cartels, c'est-à-dire la violence, la torture, etc., pour arriver à leur fin, pour arriver à détruire le cartel. Et en quelques mois, ils ont réussi, la milice de citoyens lambda, à écraser la plupart des cartels qu'il y avait dans la région. Le gros problème, le gros angle mort, c'est que les hommes de El Doctor ont fini par succomber à la plupart des choses bien que pratiquaient les cartels, notamment du trafic, de l'extorsion, etc. C'est-à-dire que la milice qui s'était donnée comme mission initiale de lutter contre les cartels a fini par devenir un cartel. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a la même problématique dans Les Incorruptibles. Est-ce qu'on ne va pas finir par devenir comme l'ennemi si on utilise ses armes? Mais en réalité, moi, je crois parfaitement que c'est Malone qui est dans le juste équilibre. C'est que il a compris que face à des hommes dangereux qui commettent le mal autour d'eux, et un mal qui est profond, qui est quasiment abyssal, nous sommes obligés d'utiliser les armes de l'ennemi. Nous sommes obligés de rentrer dans cette logique mimétique, car sinon, nous ne pouvons pas lutter contre ces derniers. Parce que ces hommes puissants qui commettent le mal autour d'eux, ils ont très bien compris que nous étions faibles justement parce que nous respections un système de valeurs, un cadre législatif, la justice, la loi, des conceptions qui sont importantes, mais eux, ils savent parfaitement comment corrompre ces mêmes institutions à leurs avantages. Parce qu'il y a la justice comme valeur transcendantale, on sait ce qui est bon ou ce qui est mauvais en nous, et il y a la justice des hommes qui est matérialisée dans la vie de tous les jours et qui peut être corrompue, faible et faillible. Et ça, c'est un problème parce que Malone, il sait que si on veut rendre justice, notamment à cette mère de famille qui a perdu sa fille, il faut pouvoir justement violer la loi pour détruire Al Capone. Est-ce qu'on est prêt à aller très loin pour défaire un ennemi très puissant? Et c'est ce que disait Peterson par rapport aux chevaliers de la table ronde. Je vous parle beaucoup de cette anecdote, mais elle en dit long. C'est que les chevaliers de la table ronde, avant de partir dans la quête pour trouver le Graal, ils doivent se sonder eux-mêmes. Ils doivent faire cette introspection pour savoir jusqu'où ils sont prêts à aller
pour trouver ce Graal, parce que ça va pas être une balade de santé. Et bien pour défaire Al Capone, c'est pareil. On va pas passer des très bons moments, on va devoir casser des œufs pour faire l'omelette. Mais à la fin, eh bien, nous arriverons peut-être à faire ce que la justice traditionnelle n'a pas réussi à faire parce que cette dernière est corrompue. Mais il y a d'autres idées qui sont intéressantes dans le film de Brian De Palma, et c'est notamment la question de l'alcool, qui est au cœur de la problématique de la prohibition. Puisque, en fait, initialement, Al Capone profite de la prohibition pour se lancer dans ce commerce illégal-là. Alors que dans le film, on voit que, par exemple, des hommes comme Malone, eh bien, boivent parfois des coups puisqu'il a une bouteille de whisky cachée dans son four. On pourrait alors dire que c'est hypocrite de lutter contre Al Capone qui vend de l'alcool et qui transgresse la loi, alors que la plupart des hommes qui luttent contre Al Capone eux-mêmes boivent. Mais en réalité, c'est un prétexte tout ça. Le problème, c'est que Al Capone utilise la violence pour asseoir son hégémonie sur le marché de l'alcool. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens normaux, des gens lambda qui payent un plus lourd tribut, le prix du sang, notamment la petite au début du film, parce que Al Capone, pour maintenir son hégémonie et son monopole, doit user de cette violence-là. Et c'est ça qui n'est pas acceptable, parce que dans le film, il y a cette notion de... On ne fait pas les choses pour nous, on fait les choses pour les générations futures. On essaye de bâtir une société saine pour demain. Dans le film d'ailleurs, et c'est très subtil, on voit qu'il y a une place importante qui est accordée aux enfants. Déjà par le biais de la fille de Eliot Ness, mais aussi lorsque Malone meurt, on entend un bébé pleurer en arrière-plan. Lorsque Malone et Eliot Ness s'engueulent à la suite de la mort de Oscar Wallace, eh bien on entend des enfants jouer à la récréation à côté. Donc on voit que implicitement Brian De Palma nous dit que les incorruptibles, ils rétablissent la justice pour les générations futures, pour les enfants, parce qu'on ne peut pas laisser un Al Capone faire absolument ce qu'il veut, être dans cet état d'impunité, tuer des gens innocents et notamment des enfants, pour qu'il puisse maintenir son commerce d'alcool. Mais surtout, le film nous donne une leçon de vie qui est extrêmement importante. Le fait d'être incorruptible. Le fait que l'on ne puisse pas être acheté par de l'argent sale et qu'on doit toujours avoir une boussole morale. Tous les personnages qui composent les incorruptibles, Eliot Ness, Malone, Wallace et George Stone, ils ont accepté le fait de refuser de l'argent sale, ils ont accepté la difficulté parce qu'ils pourraient tout simplement récupérer l'argent et ne pas s'exposer à la mort, des blessures, etc. Mais ils décident d'aller au bout parce qu'ils partent du principe que leur vie, elle est moindre par rapport à l'idée transcendantale de la justice. Et c'est ça qui est beau. Et dans notre vie, c'est important que on ne puisse jamais être acheté par des hommes corrompus qui veulent faire de nous des pantins. Parce que c'est bien ça le problème. Ils ont refusé toute notion de justice, toute moralité pour se faire de l'argent parce que ce sont des pleutres et des couards. Parce qu'ils refusent de s'insérer dans cette lutte, dans ce combat manichéen entre le bien contre le mal. Parce que ce qu'ils veulent, c'est la facilité. Ils veulent avoir de l'argent et pas avoir de problème. Et Malone, il aurait pu dire ça. Il était vieux, il n'avait pas envie de se lancer dans ça, mais il savait que s'il sortait de sa quasi-retraite, c'était pour aller au bout du processus. Donc vraiment, le film nous apprend cette notion qui est extrêmement importante, le fait d'être incorruptible, le fait de ne jamais être acheté. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse d'ouvrage, d'actu, etc. C'était le doc. Ciao les barons.